Aujourd'hui, bonjour Maître d'Angléan, bonjour Jeannette Siman. On se retrouve une semaine après le procès de Stan Mayo, qui a eu lieu donc vendredi 10 avril, pour le remettre en liberté. Sans grande surprise, cette remise en liberté a été refusée. Et on va comprendre, on va vous demander quelles ont été les raisons invoquées et un peu tout le contexte qui a accompagné ce procès. J'aimerais, avant qu'on rentre dans les détails, rappeler quand même la situation. Donc pourquoi Stan Mayo est actuellement en prison et où ont été les principales défaillances du système judiciaire français. Donc il faut rappeler que Stan et Jeannette se sont réfugiés au Venezuela, étant traqués par la magistrature, le système judiciaire en France, et que Stan a été extradé depuis le Venezuela au mois de juillet 2019 vers la France. Enfin non, d'abord il a été en prison, pardon, il a été emprisonné au Venezuela et l'extradition a été faite le 4 décembre. Donc il est en prison en France depuis le 4 décembre et il y a eu un premier procès le 31 janvier avec le chef d'accusation suivant, association de malfaiteurs. Au départ, le motif invoqué pour l'extradition était l'enlèvement ou la tentative d'enlèvement d'enfants, et il se basait là-dessus, il se basait sur un carnet qui était à Jeannette en fait, et dans lequel il était inscrit qu'elle avait prévu de faire une interview avec Léa, l'une des filles, la plus grande fille de Sandrine Gachadois. Et donc ce petit mot qui indiquait que Jeannette voulait faire cette interview avec Léa a été transformé en une tentative d'enlèvement des 3 enfants de Sandrine Gachadois. Donc déjà là, on voit qu'il y a un gros problème de manipulation, de compréhension de ce qui s'est vraiment passé. Et donc, voyant, enfin, il me semble que c'est comme ça, la justice, voyant que cette raison ne tenait pas la route, ils ont transformé le 31 janvier cette accusation en une association de malfaiteurs, et c'est ainsi que Stan a écopé de 4 ans de prison. Décision sur laquelle il a fait appel avec ses avocats, donc maître Jean-Pierre Joseph et maintenant maître d'Angléan qui est à ses côtés. Ils ont été vendredi dernier au procès pour la remise en liberté, et ce procès n'a pas répondu aux attentes qu'on avait tous, c'est-à-dire à la libération de Stan, malgré 2 faits quand même importants qui étaient une mise en examen qui n'a pas eu lieu. Or, il faut une mise en examen avant de pouvoir condamner quelqu'un, et une ordonnance, un papier qui a été rédigé et signé par une personne qui n'était pas habilitée à le faire, un stagiaire en l'occurrence, au lieu d'un juge en fait. Donc voilà, là j'ai un petit peu résumé la situation. Je laisse la parole à Maître d'Angléan pour nous expliquer les raisons invoquées par les procureurs et les juges vendredi dernier, et puis ce qui s'est passé durant le procès. Alors, dans cette affaire, une audience s'est tenue donc le 10 avril 2020 devant la cour d'appel de Poitiers. Au départ, cette audience devait statuer sur la demande de remise en liberté et sur l'appel contre le jugement du 31 janvier 2020 qui avait prononcé une déclaration de culpabilité et une peine de 4 années de prison. Alors, le jugement, l'appel du jugement du 31 janvier 2020 a été renvoyé au 19 juin prochain. Je pense que l'examen de cet appel a été renvoyé pour une raison qui est liée à cette période particulière. Le président de la Chambre des appels correctionnels, qui est M. Didier Séguéra, eh bien, est chez lui et il ne sort pas de chez lui, donc il ne peut pas juger cette affaire. C'est probablement la raison essentielle pour laquelle l'examen de l'appel contre le jugement du 31 janvier 2020 a été renvoyé. Alors, la seule affaire qui a été retenue, c'est la demande de remise en liberté. Alors, cette affaire a été jugée par 3 juges. Vous
vous avez d'abord la présidente, Madame Marie-Cécile Touzeau, et vous avez une assesseure qui est Madame Isabelle Fachot, et vous avez une autre assesseure qui était Madame Maïdis Gado-Bajindi. Donc ces 3 juges ont rejeté la demande de remise en liberté parce que la juridiction craint que Monsieur Stan Mayo s'enfuit si il est remis en liberté. C'est la raison essentielle pour laquelle il n'a pas été remis en liberté. Autre raison qui tient au contexte particulier actuel, c'est que l'administration, lorsqu'on remet une personne en liberté, on peut lui imposer un contrôle judiciaire. Ce contrôle judiciaire, ça va être, par exemple, des mesures de bracelet électronique. Or, actuellement, l'administration pénitentiaire et les services de l'État ne veulent plus envoyer des agents pour mettre en place ce système chez les personnes, par peur que leurs agents attrapent cette maladie du chlorovirus. Voilà, c'est un petit peu la raison pour laquelle aujourd'hui on ne peut plus mettre en place le système de bracelet électronique, parce que les gens de l'administration fiscale, l'administration pénitentiaire et des systèmes de l'État ne veulent plus se déplacer chez les gens. Et puis le pointage au commissariat de police, c'est pareil, on ne va pas envoyer quelqu'un pointer 2 fois par jour, 3 fois par jour au commissariat de police, alors que chacun est tenu de rester chez lui. Donc ce sont un peu les raisons essentielles pour lesquelles cette demande de remise en liberté n'a pas été, a été rejetée. Par ailleurs, ces juges ont commis 2 violations de la loi en prenant cette décision. Pour la raison, la décision, nous ne l'avons toujours pas. Nous n'avons pas la décision tapée, écrite, signée, mais nous en connaissons la motivation. Ces juges, nous avons soulevé donc, dans le cadre d'une demande de remise en liberté, les juges ne peuvent statuer que sur des questions très précises. Est-ce qu'on peut remettre la personne en liberté et, dans ce cas de figure, éventuellement mettre en place un contrôle judiciaire? Et ces juges peuvent également statuer sur la validité du mandat d'arrêt qui fait que, ou du mandat de dépôt qui fait que la personne est actuellement en prison alors que la personne a fait appel et que sa condamnation n'est pas définitive. Donc ces juges, c'est la règle dite de l'unique objet. Les juges ne peuvent trancher aucune autre question. Or ici, les juges ont tranché en partie la problématique de la mise en examen qui, à notre avis, n'a pas été effectuée. On y reviendra. Donc ils se sont prononcés sur cette demande qui relevait de la compétence exclusive de la Cour d'appel, statuant sur le fond et non pas statuant sur DML. Et ils ont statué également sur la problématique de l'ordonnance de renvoi devant la juridiction qui a été rédigée par un petit dame stagiaire qui était l'ancien bâtonnier Philippe Larissou. Donc ces juges n'avaient pas le droit de statuer sur ces 2 problématiques, ils l'ont fait quand même, et en plus en violant une 2e fois la loi, puisqu'ils ont prétendu que la mise en examen était valable, et que, plus exactement, ils ont estimé que la demande visant à faire constater que la mise en examen n'avait pas été effectuée était irrecevable parce qu'elle aurait dû être formulée pour la première fois devant le tribunal correctionnel, alors que ce n'est pas du tout ce qui est prévu par les dispositions du Code de procédure pénale. L'article 802 du Code de procédure pénale pose le principe que lorsqu'une personne intervient pour rédiger un acte d'instruction sans droit ni titre, et il s'agit d'un problème d'incompétence qui peut être soulevé en tout état de cause, et donc y compris pour la première fois devant la Cour de cassation. Nous étions devant la Cour d'appel, bref, ces juges ont tranché des questions qui n'étaient pas de leur compétence et ont statué contre la loi, contre la jurisprudence de la Cour de cassation. Bref, ce qui est important de voir, c'est que ces personnes ont refusé de remettre en liberté Stan Mayo. Alors, j'ai une petite question intermédiaire. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des milliers de personnes qui ont été libérées
ces temps-ci avec le coronavirus versus Stan qui n'a pas le droit d'être libéré. Est-ce qu'il y a eu réellement ces libérations en France? Oui, il y a beaucoup de remises en liberté, y compris dans cette prison de Vivonne. Beaucoup de personnes sont remises en liberté et c'est des personnes qui sont essentiellement en fin de peine. On leur donne on leur raccourcit des peines à exécuter pour pouvoir les faire sortir de prison. Il semble qu'il y a à peu près actuellement 8000 personnes en détention en moins par rapport à une période située un ou 2 mois en avant. La moitié, c'est des personnes qui ont été remises en liberté pour alléger l'effectif pénitentiaire, et l'autre moitié, c'est des personnes qui ne sont pas rentrées en détention parce que la machine judiciaire est complètement à l'arrêt. C'est une situation invraisemblable. Il y a une obligation pour les responsables de l'État, le gouvernement, le président de la République, les administrations, d'assurer une continuité du service public et sur tous les plans, de la justice pénitentiaire. Et aujourd'hui, ces personnes ont laissé ce système se détraquer. À Paris, vous avez normalement environ 3000 personnes qui travaillent. Aujourd'hui, vous avez 25 personnes. On est dans ces proportions. Donc le système est complètement à l'arrêt. Et puis, d'autre part, c'est aberrant de prétexter que Stan pourrait s'enfuir dans un contexte où tout le monde est confiné et où il y a des surveillances policières, des drones, etc., qui empêchent quiconque de voyager, en fait. On ne peut pas sortir de la France. C'est plus difficile de prendre la tangente. Et puis, de toute façon, sur la problématique des personnes qui cherchent à se soustraire à la justice, vous avez la première problématique. Il y a 2 problématiques. Soit les gens qui ne veulent pas rendre compte des actions qu'ils ont commises, c'est plutôt dans un cadre du banditisme, des vols, des agressions, des assassinats, des meurtres, des gens qui prennent la fuite. Puis vous avez aujourd'hui de plus en plus la problématique de personnes qui cherchent à fuir la justice et donc se mettent en cavale en quelque sorte parce qu'ils n'ont pas confiance dans le service public de la justice dans tel ou tel pays. Je crois que l'exemple récent que nous avons, c'est celui de Carlos Ghosn, qui, après être... il a 3 nationalités, française, libanaise et brésilienne. Il ne s'est pas réfugié au Brésil, il ne s'est pas réfugié en France. Il s'est réfugié au Liban, parce qu'il a probablement pensé que c'est le pays qui lui garantirait le mieux ses droits. Et puis, quelques jours après être arrivé au Liban, il a fait une conférence de presse en expliquant que s'il s'était sauvé, s'il s'était soustrait à, entre guillemets, la justice japonaise, c'est parce qu'il n'avait pas confiance dans le service public de la justice de ce pays et qu'il était persuadé qu'il n'aurait pas un procès équitable. Et du reste, on peut dire qu'on en a tous eu la preuve par la suite, puisque le ministre de la Justice du Japon s'est exprimé en invitant Carlos Ghosn à rentrer au Japon et à venir faire la preuve de son innocence. C'est pas à lui de faire la preuve de son innocence. Quand on n'a rien fait, on ne peut pas prouver qu'on n'a rien fait. C'est à ceux qui accusent de rapporter la preuve de sa culpabilité. Et au départ, il est arrêté dans son avion parce qu'il n'a pas déclaré des sommes d'argent qu'il n'a pas perçues. Donc on est dans une situation de justice anormale et spéciale. En ce qui concerne Stan Mayo, je crois que c'est à peu près la même situation. Il a fui la justice française, le service public de la justice française, parce qu'il n'avait pas confiance dans ce service public. Aujourd'hui, lorsque nous analysons le dossier, lorsqu'on regarde précisément les accusations portées et la procédure, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'a pas eu un procès équitable. Alors pourquoi est-ce qu'il est poursuivi? Il est poursuivi pour participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un enlèvement, 3 enfants. Les faits, quels sont les faits? Il a conduit une enquête privée pour savoir si Madame Gachadoua disait la vérité ou si elle se trompait un peu quant au fait que ses enfants auraient été victimes d'abus de nature sexuelle. L'enquête a duré du 2 au 3 août 2012, enquête privée jusqu'au 27 ou 28 août 2012. Et ils ont conclu qu'il n'y avait pas de difficulté. Ils ont cessé leur enquête.
Donc c'est fait d'enquête privée. Aujourd'hui, c'est monsieur, vous avez participé à une association de malfaiteurs en vue de procéder à un enlèvement. Ce n'est pas sérieux. Mais surtout, ce qui est essentiel dans cette procédure, c'est que pour ouvrir une information, une action publique, c'est une procédure qui est engagée, une procédure pénale qui est engagée pour éventuellement obtenir des déclarations de culpabilité contre des personnes et des condamnations contre des personnes qui auraient commis des infractions ou des crimes. Alors, comment s'ouvre une information judiciaire? Comment s'ouvre une action publique? C'est le procureur de la République qui va délivrer un réquisitoire introductif d'instance. Ce sont les dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale français. Le procureur de la République vise des faits précis sur lesquels il donne mandat au juge d'instruction d'instruire, de rechercher des éléments pour vérifier s'il existe des charges ou s'il n'existe pas de charge de la commission de ces faits pouvant en eux-mêmes caractériser une infraction ou un crime. Alors ici, effectivement, le procureur de la République a bien rédigé un réquisitoire introductif d'instance. C'était le 1er octobre 2012. Et dans ce réquisitoire introductif d'instance, il vise des faits commis à Montgendre. Montgendre, c'est une ville dans la région de Montgendre, entre le 1er septembre 2012 et le 30 septembre 2012. Point barre, c'est tout. Alors, très rapidement, et le juge d'instruction n'a pas le droit d'instruire sur des faits autres que ceux visés par le réquisitoire introductif d'instance. Lorsque, dans le cadre de sa mission, dans le cadre de son travail, le juge d'instruction découvre des faits nouveaux, toujours article 80 du Code de procédure pénale, il doit en référer au procureur de la République qui, éventuellement, lui délivrera un réquisitoire supplétif. Première faute professionnelle, première malfaçon dans cette procédure, le juge d'instruction qui a été chargé d'instruire sur cette affaire par le procureur de la République, s'appelle M. Gérard Flamand. M. Gérard Flamand a très rapidement délivré un mandat d'arrêt contre Stan Maillot en visant des faits qui n'étaient pas visés par ceux correspondant au réquisitoire introductif d'instance. Le réquisitoire introductif d'instance et les faits commis à Montgendre entre le 1er septembre et le 30 septembre, bien, le juge d'instruction délivre un mandat d'arrêt en visant toute l'année 2012. C'est une extension. Le juge d'instruction n'avait pas le droit de délivrer un mandat d'arrêt, d'instruire et de délivrer un mandat d'arrêt pour des faits qui n'étaient pas visés par le réquisitoire introductif d'instance. Ça, c'est la première erreur. Et par la suite, pendant 3-4 années, la procédure va continuer de tourner et puis on va continuer à tourner sur cette base erronée. Alors les conséquences sont très importantes dans cette affaire puisque, premièrement, si l'action publique n'est pas ouverte sur des faits précis, elle est prescrite dans le délai de 3 ans. Et à l'époque, le délai de prescription, c'était 3 années. Le délai de prescription sera changé en février 2017, donc toute cette affaire. Les faits qui auraient été commis par Pierre-Paul Jacques entre le 1er janvier 2012 et le 31 août 2012, s'il n'y a pas d'information judiciaire ouverte par le procureur de la République, au bout de 3 années, ces faits sont prescrits, c'est terminé. Alors, pour ce qui concerne Stan Maillot, nous sommes précisément dans ce cas de figure. Donc ça, c'est un nouvel élément. C'est un nouvel élément dont on n'avait pas encore parlé, qui va permettre de redemander une mise en liberté et puis de l'obtenir, j'espère, cette fois. Ça, nous avons déjà refait une demande de remise en liberté, mais apparemment, il n'y a pas de juge pour juger, ou c'est ça. Pas juger cette affaire. Et la prochaine demande de remise, toutes ces nouvelles demandes de remise en liberté ont été renvoyées pour l'instant au 16 ou au 19 juin 2020. D'accord. Voilà. Alors, qui gère ces dossiers? Voilà. Alors, qui gère ces dossiers, c'est le procureur général, Madame Dominique Moyal, et ce sont ses 2 adjoints, Monsieur Hervé Drévard et Monsieur Thierry Philippot.
Donc toutes ces personnes vous ont répondu et vous ont dit qu'il n'y avait pas assez de personnel pour traiter cette demande, c'est ça? Personnel, mais je pense que ça doit être la seule explication, puisque apparemment le président de la Chambre des appels correctionnels est chez lui, il ne sort pas de chez lui pour éviter d'attraper cette maladie, le coronavirus. Coronavirus. Pour l'instant, apparemment, il n'y a pas de... Stan Mayo a fait 2 nouvelles demandes de remise en liberté et les dates d'audience ont été fixées au 19 juin prochain. Voilà. Et par rapport à la prescription dont vous parliez à l'instant, vous avez une réponse? Ah ben, ils ne me répondent pas, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas, il n'y a pas de réponse. Ils ont lu, si j'ai un message qui m'explique qu'on a lu mes demandes de remise en liberté, dans lesquelles j'explique ceci, cela, en long, en large et en travers. Donc comment dire, donc je répète bien que le réquisitoire introductif d'instance vise des faits commis entre le 1er septembre et le 30 septembre 2012. Stan Mayo est déclaré coupable pour des faits qu'il aurait commis en juin, en juillet, en août et en octobre 2012. Donc c'est un anachronisme incroyable. S'il n'y a pas eu de réquisitoire introductif d'instance ordonnant d'instruire sur ces faits, dans les 3 années suivant leur commission, eh bien l'action publique est prescrite. Donc nous sommes précisément dans ce cas de figure. Donc il y a quand même 2 choses là. Il y a le fait que les faits aient été que la date mentionnée ne correspond pas aux faits, et ensuite il y a l'histoire de la prescription pour lesquelles normalement les faits sont plus valables. On ne peut plus attaquer là-dessus. Comment dire, si une action publique est ouverte pour des faits qui ont été commis entre le 1er septembre et le 30 septembre, et d'autres faits sont commis sur d'autres périodes, ce sont des faits nouveaux. Ouais. Des faits nouveaux, s'il n'y a pas eu d'information de réquisitoire supplétif de délivré, il est parfaitement clair que ces faits sont prescrits. Mais pour l'instant, le problème c'est que les juges, on ne peut pas avoir de juge aujourd'hui pour faire une audience pour obtenir une demande de remise en liberté. Alors, il y a une autre problématique qui a déjà été discutée le 10 avril, c'est la question de la mise en examen de fait. Oui. Lorsqu'une personne, pour renvoyer devant une juridiction de jugement, tribunal correctionnel ou cour d'assises, pour placer une personne en détention provisoire, il faut d'abord que la personne soit mise en examen. Soit en comparaissant au cours d'une interrogatoire devant le juge d'instruction, soit l'autre formule, c'est l'article 134 du Code de procédure pénale, c'est la mise en examen de fait. Alors, la mise en examen de fait, c'est 2 actes conjoints, le juge d'instruction délivre un mandat d'arrêt, et les officiers de police judiciaire, police, gendarmerie, font des recherches pour essayer de trouver la personne. S'ils ne trouvent pas la personne, ils doivent dresser ce qu'on appelle un procès verbal de vaine recherche. Donc là, dans le dossier, tout le monde a reconnu qu'il n'y a pas de procès verbal de vaine recherche. Mais on nous a expliqué la dernière fois que c'est pas grave, parce que la Cour de cassation estime que lorsque les gens sont en fuite à l'étranger, il n'est pas nécessaire que la procédure comporte ce procès verbal de vaine recherche. Donc les lois en fait existent, mais on n'est pas obligé de les respecter, c'est ça qu'ils sont en train de dire en fait. On serait un peu sur cette logique-là, mais en ce qui concerne ce dossier, il y a une analyse qui permet d'écarter toute cette discussion. On n'a même pas besoin de discuter. Bon, aujourd'hui, j'ai soulevé le défaut de procès verbal de vaine recherche. Les juges le savent qu'il n'y a pas de procès verbal de vaine recherche. Le parquet général, Madame le procureur général Dominique Moyal, sait qu'il n'y a pas de procès verbal de vaine recherche. Monsieur l'avocat général Hervé Drévard sait qu'il n'y a pas de procès verbal de vaine recherche. Monsieur l'avocat général Thierry Philippot sait qu'il n'y a pas de procès verbal de vaine recherche. Mais cette discussion-là, aujourd'hui, on n'a même pas besoin de s'accrocher à cette discussion. On va pratiquement la laisser tomber puisqu'on a un argument plus important. Et l'argument plus important, ça consiste à dire, quand il y a effectivement les 2 actes conjoints, mandat d'arrêt et procès verbal de vaine recherche,
cela équivaut à une mise en examen de fait. Mais une mise en examen de fait sur quel fait? Sur les faits visés par le réquisitoire introductif d'instance. C'est-à-dire qu'au pire, il est mis en examen de fait sur les faits qu'il aurait commis au mois de septembre 2012, mais il ne peut pas être mis en examen sur les faits de juin, juillet, août 2012 et octobre 2012, puisqu'ils ne sont pas visés par le réquisitoire introductif d'instance. Donc c'est une situation dans laquelle je pense que le président de la Chambre des appels correctionnels, M. Didier de Sequeira, à qui je vais adresser un message lundi prochain, pourra parfaitement comprendre la situation. Vous comprenez bien, on est mis en examen de fait, oui, mais sur les faits qui sont visés par le réquisitoire introductif d'instance et réquisitoire supplétif s'il y en a. Il n'y a pas de réquisitoire supplétif, donc au pire, il serait mis en examen de fait, mais sur des faits qu'il aurait commis entre le 1er septembre 2012 et le 30 septembre 2012. Point barre. Il n'est pas donc mis en examen sur des faits de juin 2012, sur des faits de juillet 2012, sur des faits d'août 2012, la période durant laquelle ils ont conduit une enquête de nature privée, et pas sur des faits d'octobre 2012. Oui, donc toute la procédure est complètement faussée, quoi. Est-ce que il y a Jeannette qui veut dire quelque chose. Je voudrais ajouter quelque chose. Jeannette, oui. Le fait que le réquisitoire introductif concerne que le 1er septembre jusqu'au 31 septembre, ça vient du procureur Kwando, procureur de Sainte à cette époque, qui s'est empressé dans la presse de dire que nous avions eu un projet d'enlèvement des enfants en Kaluo. Il a présenté ça dans la presse très rapidement pour faire croire un projet d'enlèvement parce qu'ils ont fait un mélange entre deux affaires. En août, on était à Montendre et en septembre, on était à la frontière suisse, vers Besançon. Et donc, dans cette accusation imaginaire, le procureur Kwando a fait un mélange entre les deux affaires pour donner du corps à son accusation, pour faire croire qu'on a voulu enlever les enfants devant l'opinion publique. Hein. Il a présenté ça dans la presse tout de suite quand ils m'ont incarcéré en 2012. Mais en septembre, on n'était pas du tout à m'entendre. C'était juste pour faire une annonce dans la presse, pour faire croire à ce projet. Mais encore un exemple de manipulation. Pardon. Oui. Voilà, allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, Jeannette, excuse-nous. Tu peux continuer. Donc, c'était parce que si on était à m'entendre en août, en période de vacances, ça fait aucun sens de préparer un enlèvement si en septembre tout change parce qu'il y a l'école. Donc ça fait aucun sens ce projet d'enlèvement de dire ils ont fait des enquêtes en août s'il faut recommencer tout en septembre. C'est pour ça qu'ils ont fait un mélange tout ça. Ils ont dit, le procureur de Sainte, il a dit courant septembre, on a eu ce projet d'enlèvement qui a été arrêté par la police juste à temps. Il allait jusqu'à là. Donc ils ont fait un bon mélange, une bonne manipulation dans la presse pour nous présenter comme des kidnappeurs d'enfants, hein, pour avoir eu un projet de ce genre pour ramener les enfants à la mer. Voilà, ça vient de là. Et pourquoi le procureur de Sainte a inventé ça? Parce qu'il était concerné lui-même, parce qu'il avait vu que nous enquêtons sur ces malversations judiciaires dans l'affaire de Sandrine Gachadouin. Donc il était un peu embêté, il a dit je vais les neutraliser avec une nouvelle accusation. Donc ce que tu es en train de dire, Jeannette, pardon. Ouais. Maintenant il est à Poitiers, à la cour d'appel de Poitiers. Il est monté en grade depuis. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que comme vous dérangiez un petit peu le système judiciaire en pointant du doigt les défaillances, les dysfonctionnements, ils ont voulu vous faire taire en fait. Mais oui, parce que notre projet, c'était à travers des interviews des mères persécutées et des enfants abusés, de faire la démonstration de la protection institutionnelle de la pédocriminalité. Et c'est ça qui dérange. Et c'est pour ça que Stan est actuellement uni, pour avoir eu ce projet, et pas seulement le projet, on l'a réalisé aussi. Et c'est ça qu'on nous approche. Et on nous reproche
Et finalement, on a pu publier cette compilation, ce documentaire sur Internet qui prouve bien que nous avions eu un projet d'interview. Et pas seulement projet, on l'a fait aussi. Et c'était ça et rien d'autre. Oui, alors ça, on publiera aussi le documentaire en question pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire. Hein. Oui. Ouais, ok. Avec plaisir. Donc la prochaine échéance, si on résume, c'est le mois de juin, le 16 ou le 19, c'est ça ce que vous disiez, hein, maître d'Angléan? Le 19 juin. C'est le 19 juin, d'accord. Jeannette nous a dit qu'un dentiste était venu voir Stan jeudi, donc il y a 2 jours, pour constater qu'effectivement il avait une rage de dents, il avait une dent qui était fêlée, il avait toute une partie des dents qui avait des caries, mais qu'il ne pouvait pas agir, qu'il ne pouvait pas le guérir, le soigner à cause du coronavirus. Oui, c'est exact. Là, on ne veut pas le soigner. Dans cette prison, c'est une prison qui a été construite il y a 10 ans. C'est un partenariat public-privé. Et dans cette prison, il y a un cabinet de dentisterie pour effectuer tous les soins dont auraient besoin les personnes détenues. Mais actuellement, le dentiste lui a dit non, on n'utilise pas cette installation pour le moment à cause de ce problème de chlorovirus. Non. Et pour l'instant, vous restez comme ça et vous vous débrouillez, vous souffrez. Donc, c'est dingue. C'est dingue, ça tient pas la route. Quels sont les arguments? C'est de la torture. À ce moment-là, ils doivent, s'ils ne veulent pas, c'est une espèce de décision de l'administration pénitentiaire. On n'utilise plus ces installations, on ne fait plus rien parce qu'il y a ce problème sanitaire. Et du reste, vous avez utilisé le porte-avions Charles de Gaulle parce que la moitié des marins sont contaminés. Je viens de recevoir un message d'un général, mais tout le monde est foudrage dans cette histoire parce que tout le système d'encadrement à tous les niveaux dans ce pays est en train de s'effondrer. Donc on ne veut pas le soigner, c'est une situation qui caractérise pratiquement des actes de torture et de barbarie. C'est invraisemblable. Une personne qui a besoin de soins dentaires doit être soignée. Comme je vous le disais, j'ai visité une prison modèle en Suisse, la prison de Bostadel. Rien à voir. Expliquez-nous un petit peu. Expliquez-nous. C'était à Zug, oui, dans le canton de Zug. Alors, c'est une prison qui est installée dans le canton de Zug, voilà, et qui est une prison modèle. Hein, et environ 100 détenus pour 110 places. Ah oui. C'est des personnes qui ont été condamnées à des lourdes peines, mais qui sont... Il n'y a pas d'armement, les gardiens n'ont pas d'armement, il n'y a pas de filet anti-hélicoptère ou quoi que ce soit. Il y a une certaine liberté à l'intérieur de la prison, sauf pour quelques personnes qui sont dangereuses. Mais sinon, c'est une usine, hein. Il y a une usine de fabrication, tout est parfaitement régulier, des salles de sport. Enfin, on va pas dire que c'est presque un musée, mais c'est un établissement qui n'a absolument rien à voir avec les établissements français, même ceux qui sont modernes et puis à peu près corrects. Et dans ce genre de prison, il est certain que personne ne serait laissé sans soins dentaires, hein, quelle que soit la période ou l'époque. J'avais été invité à visiter cette prison. J'étais invité par le directeur de l'établissement à l'époque, hein, qui voulait montrer qu'ici, en Suisse, vous avez des établissements qui sont tout à fait corrects. Voilà. Donc en France, la différence, c'est que les soins ne sont pas prodigués, les repas, enfin les modes alimentaires des prisonniers ne sont pas respectés, enfin en tout cas pour ce qui est de Stan. Ils sont combien par cellule à Poitiers en ce moment? Là, lui, il est tout seul, hein, mais il essaie de faire en sorte que les gens soient seuls dans leur cellule. Mais moi, j'avais rendu visite à une personne qui était détenue à la maison dans une prison à Compiègne. Bon, ils étaient 7 dans la cellule. Hein. Oh mon Dieu. D'accord. Ils étaient 7 dans la cellule. Bon, c'était en 2014. En 2014, 7 personnes dans la cellule. Il y avait des matelas par terre, en gros. C'est des situations. Bon, depuis, cet établissement a été fermé. Mais on peut quand même dire que là, ça ne va pas du tout sur toutes les questions, les problématiques de soins dentaires, de maladies, de traitement médical. Là, ces prisons françaises ne sont pas dans les normes. On ne peut
pas penser que des choses pareilles puissent se produire. Et si on ne peut pas faire fonctionner cette installation de dentisterie dans la prison, ben, il doit être transporté en ambulance à l'extérieur et puis on doit lui Qu'est-ce qui est possible de faire? Qu'est-ce qui n'est pas possible d'alerter? Alors là, ce que je fais actuellement, je vais donc réécrire au président de la Chambre des appels correctionnels, M. Didier de Sequeira. C'est un magistrat qui a environ 28-30 ans de carrière. Et je pense qu'il pourra, je vais lui réexpliquer ses arguments qui sont les nôtres, ou bien lui faire comprendre que de toute façon, il ne pourra que faire l'objet d'une relaxe. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, on fera un pourvoi en cassation, la Cour de cassation fera une cassation sans renvoi. Ça me fait, je pense à une affaire qui avait été jugée au tribunal correctionnel de Limoges et à la Cour d'appel de Limoges. Alors, c'est une personne qui avait fait des reportages sur Internet et avait été poursuivie, 1 an de prison ferme. Et alors, on avait fait venir tout un tas de personnes pour protester au tribunal le jour où la décision avait été rendue, pour crier au scandale. Il aurait fallu lui mettre un mandat de dépôt tout de suite pour le faire jeter en prison. Il fait appel, même décision devant la Cour d'appel de Limoges. Les mêmes qui sont encore là dans la salle des pas perdus, qu'on vient filmer avec tout de suite au journal de 20h, au journal de 13h. Comment se fait-il? On tape du pied par terre en expliquant qu'il aurait fallu absolument jeter ce monsieur tout de suite en prison, pourvoi en cassation, cassation sans renvoi. Parce que le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels, pour déclarer cette personne coupable, avaient additionné 2 infractions. Avait fabriqué une infraction en additionnant 2 infractions distinctes. Voilà. Alors, cassation sans renvoi, ce genre de choses, ça n'existe pas. Eh bien, à la Cour d'appel de Limoges, au tribunal correctionnel de Limoges, le juge d'instruction avait monté une procédure complètement irrégulière. Heureusement qu'on n'a pas jeté cette pauvre personne qui avait été déclarée coupable illégalement en prison. Donc, vous avez eu gain de cause avec, en mettant le doigt là-dessus? Dans cette affaire, la Cour de cassation a cassé sans renvoi. Ah bah voilà, heureusement. Donc on attend que ça se passe de même avec Stan, alors du coup. Hein. On espère. Bon, moi j'ai vu dans le ressort de la Cour d'appel d'Orléans des faits de même nature, des prescriptions. Eh bien, tout le monde s'assoit dessus. Des prescriptions qui sont évidentes. C'était une affaire dans laquelle 4 publications avaient été effectuées sur Internet. Prescription 3 mois. Entre le jour, la publication la plus ancienne était du 4 juillet 2010, ouverture de l'information judiciaire le 14 octobre 2010. Donc plus de 3 mois. Une publication était prescrite, la chambre de l'instruction, non, tout va bien, le tribunal correctionnel de Blois, non, tout va bien, la cour d'appel de Blois, non, tout va bien. La Cour de cassation a cassé, l'affaire a été renvoyée à la Cour d'appel d'Angers. Et c'est une affaire que je connais bien, puisque c'est une affaire qui me concerne. Ouais. C'est-à-dire que c'est une affaire dans laquelle on a voulu me condamner, et on m'a condamné sur des faits de publication sur Internet avec lesquels je n'avais absolument rien à voir. Et c'est allé très loin, puisque comme on avait dit aux juges d'instruction, tous les bâtonniers, tous ces gens des avocats d'opérette, on avait expliqué au juge d'instruction que j'étais le responsable des publications. Il est venu perquisitionner mon cabinet d'avocat à Saint-Denis. Il saisit, il a le droit, dans une perquisition dans un cabinet d'avocat, le juge d'instruction n'a le droit de saisir que les éléments en relation directe avec l'infraction. J'ai 2 ordinateurs. Il saisit la totalité des contenus des 2 ordinateurs. Enfin, il n'a pas le droit de saisir matériellement, mais il fait une copie intégrale. Oh là là. Il ne trouve rien parce qu'il n'y a rien trouvé, je n'ai pas de responsabilité. Dans la procédure, au bout d'1 an et demi, il dresse un constat de carence, au travers lequel il constate qu'au bout d'1 an et demi de procédure, on n'a pas été capable de savoir qui était responsable de quoi. Je suis quand même déclaré coupable. Vous imaginez? Non. Ça, c'est la justice à la française. Mais oui. C'est vraiment la tête du client, quoi. Il n'y a même pas besoin d'arguments, il n'y a même pas besoin de suivre les textes de loi. Voilà. Si ça colle pas, on le fait quand même, quoi. Le responsable d'une publication sur Internet, il faut avoir d'abord l'adresse URL de la publication. Ouais.
C'est comme l'adresse, c'est comme le numéro d'immatriculation d'une voiture. Oui. Cas de publication, ils n'ont pas une seule adresse URL. Bon, bah, j'ai été encore déclaré coupable. Non. On en est là, quoi. Et ils vont chercher, dans ce cas-là, ils vont chercher un expert qui va faire un faux rapport d'expertise en expliquant que c'est bien monsieur qui est responsable. Bon, bref, ouais, bon. Dans cette affaire concernant... moi j'étais condamné de petite peine d'amende et à la fin, la Cour d'appel d'Orléans m'avait mis une peine d'amende avec sursis, parce que tout le monde savait bien que ça valait rien comme procédure. La différence, c'est que pour l'instant, Stan Mayo est en prison depuis bientôt 4 mois et sur une procédure sur des faits sur des faits qui sont prescrits, action publique prescrite, et puis surtout des faits qui sans mise en examen. Une procédure qui est criblée d'irrégularités. Voilà, c'est ça le problème. Et en plus, quand le juge d'instruction délivre un mandat d'arrêt en visant des faits pour lesquels il n'a pas été désigné à l'instruction, eh bien, son acte d'instruction, il ne vaut rien. Et en plus, sur des faits prescrits. Faut pas oublier qu'il a toujours ses tumeurs, malgré la grève de la faim de 3 semaines. Il a repris l'alimentation il y a 2 semaines et qu'il est toujours mal en point en ce moment, Stan. Problème sanitaire, effectivement. Donc pour des raisons soi-disant sanitaires, on empêche Stan d'avoir accès aux soins de santé. C'est très logique en fait. Non, ça tient pas la route. Et puis... Surtout, moi je me demande pourquoi le dentiste est venu. Je veux dire, il vient juste pour constater, mais il ne le soigne pas. Donc ça sert à quoi tout ça? Il fait un état des lieux et puis il laisse Stan avec ses douleurs, quoi. Et puis, pour ne pas soigner les tumeurs qui ont été diagnostiquées à Caracas, déjà en détention à Caracas, avec notion d'urgence, je me demande s'il n'y en a pas une non-assistance à personne en danger. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? En fait, c'était la stratégie de défense de Maître Joseph, déjà, et que c'est pas possible de laisser les gens sans soins et sans alimentation correcte. Et apparemment, les juges, ils ont dit que c'était pas grave. Le 10 avril, ils ont dit « Oh, c'était pas grave ». Oui, donc, voilà. Donc est-ce que, Maître d'Angléan, vous avez envisagé de plaider la non-assistance à personne en danger? On ne peut pas, les juridictions ne fonctionnent plus, là. Bon, écoutez, on va... Une dernière chose par rapport au message qu'on peut laisser à Stan. On avait donné un numéro de téléphone et un code, un identifiant. Alors on a essayé tout à l'heure, le numéro de téléphone n'aboutit pas, ou en tout cas donne une personne comme si c'était occupé. Et puis ce qu'on doit rajouter normalement à l'identifiant, c'est un dièse. Donc je répète, le numéro de téléphone et l'identifiant, on pourra essayer de s'y connecter. Donc vous faites le 0033 si vous vous appelez depuis l'étranger, 3 20 16 02 94, et ensuite vous tapez 44 33 56 36 et dièse. Voilà, on le remettra dans les commentaires. Je sais que ça marche pas pour l'instant, mais on va essayer quand même. Pour l'instant, en tout cas, c'est tout ce qu'on a. Moi, j'ai une dernière question. Il y a une dernière question encore de... Finalement, c'est peut-être la question la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on cherche à Stan Mayo? Pourquoi est-il poursuivi? Et puis surtout, pourquoi est-il autant harcelé? Nous, on a découvert que sur Internet, il est calomnié par je ne sais pas s'il y a des dizaines, mais en tout cas, il existe des dizaines de sites sur Facebook, sur YouTube. Il faut savoir qu'il y a des chaînes YouTube qui ont créé jusqu'à 60 vidéos de diffamation dont le contenu est complètement faux, d'insultes, du genre que Madame Jeannette et Stan Mayo, donc pourquoi? Qui est derrière et pourquoi? Je sais pas. On ne peut pas répondre à ce genre de questions. Moi, je ne sais rien. En tout cas, ça existe. Ouais. Ça existe. Disons que ce sujet de la pédocriminalité de réseau et d'État est un sujet qui dérange en lieu. Ça, c'est certain. Et il faut faire peur. Ouais. Voilà. Je vais vous laisser. Alors, on fera une autre... Oui, on se revoit bientôt. D'accord. Merci. Ouais, merci beaucoup. Ouais. À bientôt. Merci bien. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. On va avec Jeannette, peut-être. Alors, Jeannette, on reste encore un petit peu avec toi. Alors, oui, il faudra peut-être rappeler que les juges eux-mêmes, ils savent très bien qu'il ne s'agit pas d'un enlèvement, c'est une machination judiciaire. Donc voilà, on n'est pas dans le contexte où les juges cherchent éventuellement à savoir la vérité. Oui, ça, ça, pas de problème. On a bien compris. Parce que quand ils m'ont incarcéré en 2012 pour cette affaire,
Et ils me l'ont notifié. Dans ma demande de mise en liberté, ils m'ont renvoyé le papier comme quoi je n'étais pas remise en liberté. Pourquoi? Parce que c'était écrit noir sur blanc, Jeannette Lehmann ne remet pas en question son action engagée contre les réseaux pédosatanistes. Et sur un autre papier, qu'elle ne critique nullement le projet de Stan Mayo de démontrer à l'occasion d'une affaire exemplaire la réalité de ces réseaux. Donc là, à l'époque, je n'avais vraiment pas compris ce qu'ils écrivaient. Je ne comprenais pas. C'est pas possible qu'ils me l'écrivent si clairement, qu'ils ont bien compris, ils savent très bien, tout le monde sait. Donc oui, donc ils expliquent en fait pourquoi ils vous harcèlent, quoi. Donc ils Oui, obéissent. la vraie raison de mon incarcération, de notre accusation, ils me l'ont écrit. Ouais. Et moi, ça avait pris des mois et des années avant de comprendre. Non, mais c'est vrai, ils me l'ont écrit. Ouais, Ils me l'ont écrit que c'était donc ils ne le cachent même Donc pas. c'est-à-dire que la volonté de démonstration. ces gens est supérieure à la loi. Ouais, c'est la ça. loi elle n'existe pas. Et qui sont ces gens-là? Ouais. Forcément des gens bien placés, des gens qui ont de C'est l'influence. des gens qui ont de l'influence en tout cas, ouais. Ils sont pas nombreux. Mais Ils ont de sont moins l'influence. nombreux que nous, qui sommes les citoyens. Ils sont des lâches aussi. En tout cas, Et ce sont... la magistrature est gangrénée. Hein. Avant, en 2006, il y avait encore des procureurs, des juges, comme Martine Bouillon, substitut procureur à Bobigny à l'époque. À l'époque, elle avait caché le petit Vincent quand toute la police de France le cherchait. Tu peux rappeler... Il y avait encore des procureurs ou des juges, mais à notre époque, aujourd'hui, je crois, entre-temps, ils ont fait du ménage, tout le monde a perdu son travail, ceux qui étaient intègres. Et donc, j'ai vraiment pas d'espoir au niveau judiciaire. J'ai pas d'espoir. Malheureusement, oui, malheureux de le dire, mais au niveau judiciaire, je vois pas où pourrait venir une décision correcte. La Je cassation, ne le vois pas. les textes. La Cour de cassation Et comment on est peut-être. obligé de faire avec Les ce textes. système. Ouais. On est quand même obligé parce qu'il peut toujours se passer quelque chose. Mais oui, imprévu, comme le tout est coronavirus, possible. justement. Surtout, Tout est possible. surtout informer. Mais ça Donc l'un des outils qu'on utilise et qui peut nous donner gain de cause, qui peut te donner gain de cause, qui peut faire sortir Stan de prison, c'est l'information. C'est de la diffusion au grand public. Voilà. Donc c'est important d'en Et parler. c'est pour ça, justement, ça répond pourquoi il y a des sites l'information, elle tourne entre nous, entre les gens de bonne volonté. Ouais. Mais c'est pas nous qui avons le pouvoir de le faire sortir. Non, d'accord, mais si, mais on il y a a le beaucoup pouvoir de de monde. mettre suffisamment de pression quand même. Pas les avocats, parce que c'est pas eux qui prennent des décisions si quelqu'un reste ou sort de la prison. C'est les juges, c'est le procureur, c'est eux qui ont le pouvoir. Mais le public, Et nous, on peut dire toujours parler. Mais On comme peut toujours s'informer, on peut toujours savoir, mais à la fin, ça change rien. mais le tribunal, parfois, le quand il y a public, suffisamment de pression depuis la base, depuis parce que les gens se révoltent. depuis Je le pense que public, c'est un bon moment d'ailleurs. Oui, les choses avancent, les choses bougent. C'était comme ça avant qu'ils avaient quand même besoin des illusions. Donc ça marchait des fois qu'il y a trop de pression depuis l'extérieur pour relâcher les gens qui étaient mis en accusation, que c'était trop flagrant, que c'était une machination. Mais maintenant, je crois, les temps ont changé. Ils n'ont même plus besoin les illusions. Si tout le monde voit clair qu'on n'a pas affaire avec la justice, ça ne les dérange même plus parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on pourra en changer? Bah alors, dans ce C'est eux cas-là, qui les gens ne tiennent le croient plus à pouvoir, la ceux qui justice. décident. C'est grave. Nous, on tourne rond, on dénonce, on dit, on est révolté, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Rien. Ah, moi je pense pas, non. Je crois qu'on a beaucoup de choses à faire. Oui, Et rien que le fait de comprendre qu'il y a des problèmes avec cette autorité suis. judiciaire, ça Parce que ces gens-là, ça permet aux ils gens ont de se des réveiller, noms, hein. ils ont des gens, ils sont sur la place publique. Ouais. Je dirais le public, c'est important. Lorsqu'il y a eu ce procès, lorsqu'il y a eu ce jugement, les gens se sont révoltés et les juges ont eu peur. c'est ça. Tu vois Il ce y a que dit eu David? 25 policiers pour les protéger. Ce que dit David, c'est que si on peut se rendre Je dis sur pas place, pour on les met une agressions, certaine on met pression aux magistrats et aux personnes c'est sûr. qui rendent des jugements. Ça, c'est sûr, Tu ça vois leur plaît pas. Mais vous voyez, maintenant, on a le coronavirus, il n'y a même plus personne qui peut venir soutenir. Mais ça va pas être Oui, mais le Ça va pas le coronavirus va s'arrêter, c'est-à-dire que personne. cette crise va s'arrêter bientôt. Donc là, à ce moment-là, on pourra de nouveau se rendre au procès et Puis Jeannette, demander dans justice. ces moments-là, On va voir. Ouais. Jeannette, dans ces moments-là, la pression sur les réseaux sociaux, elle n'est pas nulle. Parce qu'en fait, les gens, ils ont le temps à la maison de regarder, etc. C'est pas ce que je dis. Ouais. Je dis pas c'est nul, c'est Non, très mais- important. C'est
Très important. Non, mais je veux dire, c'est pas vain. Mais C'est pas inutile. dans les faits, ça dérange même plus les juges. Pour l'instant. Parce Pour que l'instant, avant, ça ça les dérangeait d'être pointé du doigt sur la place Parce qu'ils publique. se Ça les sentent dérangeait. Tant qu'ils se sentent en Mais impunité, aujourd'hui- effectivement, mais ça va changer ça. J'ai pas l'impression que ça les dérange. C'est vrai que pour l'instant, c'est l'impression que ça donne, mais ça peut changer. Tout ça peut Et changer. c'est ce qui va les faire perdre, justement. Ouais. Ils sont trop sûrs d'eux. Ils sont très sûrs d'eux, ça Ils sont peut, trop sûrs. Bah, j'aimerais bien que ça change, oui, j'aimerais bien que ça ça peut change. influencer. Ouais. Moi, je pense que ça va changer. Ça va changer. Je suis sûre. En tout cas, il faut garder l'espoir, la pensée créatrice, hein, comme on a dit avant. Ouais, comme je disais, leur pensée est créatrice. Oui, mais la nôtre aussi. Et eux, ils agissent. Ouais, je Oui, sais. nous pensons une chose, eux pensent le contraire, mais eux, par contre, ils agissent. Ils ont le pouvoir entre leurs mains de le faire. Et nous, on reste coincés avec les pensées. Et nous ne pouvons pas agir au niveau des décisions judiciaires, par exemple. C'est eux qui décident. Même si c'est complètement injuste, c'est quand même eux. C'est eux la justice, c'est eux, c'est comme ça. C'est comme les dieux, c'est pareil. Non, on peut pas Mais dire moi, ça. je pense qu'on peut. Non. On Parce doit que, garder justement, il y a une escroquerie, les gens se rendent l'espoir. compte. Parce qu'ils disent qu'ils représentent le peuple. Or, le peuple, s'ils se rendent compte de ces anomalies, ils vont les rejeter, ces Mais oui, magistrats. on est plus nombreux. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, moi Oui, j'attends la suite. Ouais, il faudra que quelque chose comme ça se passe pour que ça puisse bouger. Hein. Ouais. Très bien. Parce Et, que quand on s'informe, on est revolté chez soi, il ne se passera rien. C'est sûr. Vous avez prévu le déconfinement est prévu au Venezuela? Vous avez déjà des mesures d'assouplissement? Parce que nous, chez nous, L'information là-dessus. Au Brésil, les gens, ils sortent. chez nous, en tout cas en Suisse, il y a 3 étapes. 27 avril, il y a certains commerces qui ouvrent. 11 mai, les écoles obligatoires ouvrent. Et puis le 8 juin, tout le reste ouvre. Ah, Ouais, ici, ils ont juste décidé que les enfants ne vont pas reprendre l'école. Et c'est sûr qu'un mois de plus, ils vont rester à la maison. d'accord. Maintenant, au niveau d'une commerce, j'ai vu qu'ils vendaient maintenant des vêtements aussi. Qu'avant, c'était interdit. Maintenant, Ah. ils vendent aussi les vêtements. Dans Ok. un seul magasin que j'ai vu. Bon, bah Mais c'est sinon, déjà ça. aucun changement Ok. au Venezuela. Bon, bah on se tient au courant alors pour la suite. Ouais, Moi, j'y crois en bien tout cas. sûr. Et salut Jeannette. Ouais. Courage. C'était un À plaisir de bientôt. t'entendre. À bientôt. Merci à toi. énormément. Allez. Courage. À bientôt, Il ne faut pas se désespérer, au contraire. Au revoir. Au revoir. Merci.